voilà, voyageurs. Bien le bonsoir. Je vous attendais. L'histoire que j'ai à vous conter ce soir est assez particulière. En soi, elle ne diffère pas vraiment des précédentes, mais elle est assurément plus sombre. Je la qualifierais volontiers de plus perturbante, mais je ne préfère pas avoir cet orgueil. Je vous laisserai juger par vous-même. Comme je l'ai mentionné la dernière fois, nous allons revenir à une contrée frontalière, bien avant ses grands rêves de conquête. Nous sommes durant sa période romantique. Nous allons donc suivre une femme du nom de Maria. C'était une domestique au service d'une famille très fortunée. Elle était très discrète, timide et, sans surprise, célibataire. Bien que pourtant, cette jeune femme de 24 ans était d'une beauté saisissante. Elle avait néanmoins un frère du nom de Ludwig. Ils étaient devenus orphelins à la suite d'un incendie alors qu'ils étaient enfants. Par conséquent, ils n'avaient pu compter que l'un sur l'autre. Leur vie n'avait pas été simple et pourtant, leur situation respective s'était stabilisée avec le temps. Comme je l'ai mentionné, Maria était une domestique au service d'une famille très fortunée, mais qui faisait preuve de beaucoup de compassion à son égard. Elle faisait toujours preuve d'une grande rigueur dans son travail. Grâce à cela, elle avait également gagné leur estime. En raison de tous ces éléments, lorsqu'elle demanda un congé pour aller rendre visite à son frère, la famille lui accorda sans hésiter. Son frère Ludwig s'était marié l'année précédente et, quelques mois auparavant, lui et sa nouvelle femme avaient choisi de déménager dans un village quelque peu isolé du nom de Könning. Depuis environ 3 semaines, il ne répondait plus à ses lettres. Elle avait fait part de ses inquiétudes à ses employeurs qui firent preuve d'une grande compréhension, si bien qu'ils lui proposèrent même de la faire emmener sur place. Elle accepta et le lendemain, une calèche fut mise à sa disposition. Le village était situé au cœur d'une vallée montagneuse. Il fallait plusieurs heures pour se rendre à cette dernière, et une fois sur place, la route jusqu'à Könning était tortueuse, difficilement praticable. Après tout, c'était une route de forêt. La calèche arriva au petit village à la tombée de la nuit. Au vu de l'heure, Hans, le cocher, proposa de l'accompagner afin de passer la nuit sur place. La lune avait beau bien éclairer les environs, il était trop risqué pour lui de repartir de nuit. Elle n'eut aucune protestation. À ses yeux, c'était la moindre des choses que de lui offrir un toit pour dormir. Ils se tournèrent alors vers le village, et malgré le fait qu'il faisait nuit, l'endroit leur parut très calme. C'était un village tout ce qu'il y avait de plus banal. Quelques fenêtres dégageaient de la lumière, mais dans sa grande majorité, Könning était plongé dans le noir. Seule la lueur de la pleine lune permettait de distinguer les bâtiments. Hans alluma une lanterne, puis il accompagna Maria au sein du village. Ils regardèrent ensemble les boîtes aux lettres jusqu'à trouver la demeure de Ludwig. La jeune femme utilisa le heurtoir afin de frapper à la porte, mais elle n'eut aucune réponse. Elle prit alors du recul et commença à appeler son frère, mais là encore, rien ne se passa. Tout ceci commençait à lui paraître étrange. La maison voisine ayant de la lumière, elle décida d'aller demander des informations, et lorsqu'elle utilisa le heurtoir, la porte s'entr'ouvrit. En voyant cela, elle fit un pas en arrière, légèrement paniquée. Hans se plaça devant elle, prêt à la défendre, mais personne ne sortit de la maison. Ils échangèrent un regard,
Puis le cocher entra. Il lança un appel, mais la seule réponse qu'il obtint fut l'écho de sa propre voix. Ils entreprirent alors d'explorer les lieux. Cela ne se faisait pas, mais la situation était bien trop étrange. Lorsqu'ils entrèrent dans le salon, ils purent constater que des livres et d'autres objets étaient éparpillés au sol. Visiblement, il y avait eu lutte. La lumière qu'ils avaient vue depuis l'extérieur provenait d'une lanterne posée sur une table, mais dont la bougie arrivait à son terme. En voyant ce désordre, Maria supplia le cocher d'entrer chez son frère. Son inquiétude s'était dès lors muée en panique. Celui-ci accepta, puis ils se rendirent rapidement à la maison de Ludwig. C'est alors que Hans enfonça la porte. La jeune femme se rua à l'intérieur. La demeure était plongée dans le noir. Elle prit une lanterne posée sur un meuble de l'entrée que son accompagnateur alluma. Ils traversèrent le couloir jusqu'à arriver dans le salon. Là aussi, il semblait y avoir eu lutte. Maria balaya la pièce de sa lanterne et put apercevoir des bris de verre au sol qu'elle signala à son compagnon. Celui-ci s'approcha alors et ils purent constater que la vitre arrière avait été brisée. Ce fut à cet instant qu'un craquement se fit entendre à l'extérieur. L'homme s'approcha alors de la fenêtre afin de regarder à l'extérieur. Il leva sa lanterne, mais il ne put voir personne. Il se retourna vers la jeune domestique afin de pouvoir la rassurer. Il posa sa lanterne sur une table proche de lui, et soudain, de longs bras blancs d'une maigreur incroyable surgirent de l'extérieur, entourant le torse du pauvre homme, puis il se trouva tiré à l'extérieur en un clin d'œil. Maria poussa un hurlement d'effroi. La scène n'avait duré que quelques secondes, mais cela avait suffi à la terroriser. Elle n'avait jamais rien vu de tel. En réponse à son cri, un autre résonna à l'extérieur. Ce fut un hurlement inhumain, bestial. En entendant cela, notre chère domestique se laissa gagner par la panique la plus folle. Elle ignorait ce qui pouvait bien se trouver dehors, et elle préférait ne pas le savoir. Elle entendit des bruits de grattement en provenance de la porte d'entrée. Quelque chose venait vers elle. Elle se tourna vers le couloir. Celui-ci était plongé dans le noir, et de ses ombres, une main blanche, squelettique et aux doigts allongés en sortit, avant de se poser lentement sur le cadre de la porte. À la vision de ce membre difforme, Maria fut parcourue d'un frisson d'effroi. Par instinct, elle jeta sa lanterne en direction du couloir. Celle-ci heurta la monstruosité et tomba au sol en éclatant. Et là, une grande flamme jaillit, créant un début d'incendie. La créature dans l'ombre poussa un hurlement mêlant douleur et terreur. Le vacarme qui s'ensuivit signifiait bien qu'elle se ruait à l'extérieur. La jeune femme, quant à elle, se retrouva piégée par sa propre action. Elle n'avait qu'une échappatoire, la fenêtre par laquelle Hans avait été attrapé. Elle s'y rendit avant de l'enjamber, se blessant légèrement les jambes sur des éclats de verre étant restés présents dans l'encadrement. Une fois à l'extérieur, elle commença à courir vers l'entrée du village. Mais c'est à ce moment précis que quelque chose attrapa sa cheville et la tira en arrière, ce qui la fit tomber lourdement au sol. Elle fut soudainement traînée entre les maisons, assez rapidement, et tandis qu'elle était à plat ventre, elle ne pouvait pas se retourner afin de voir ce qui l'emportait. Elle ne pouvait que pousser des cris et des appels à l'aide résonnant dans les rues du village abandonné. Ce fut ainsi
entraînée dans la forêt, traînée au sol durant plusieurs longues minutes, jusqu'à ce qu'elle pût attraper une racine et s'y accrocher de toutes ses forces. À cet instant, la main qui tenait sa cheville glissa sur sa peau et elle fut enfin libérée. À bout de souffle, elle se mit à ramper jusqu'à l'arbre le plus proche, puis elle s'y accrocha afin de se relever. C'est alors qu'elle put faire face à ce qui l'avait traînée jusque-là. Inutile de dire qu'elle fut horrifiée. En revanche, il faut préciser qu'elle fut très surprise de constater qu'il n'y avait pas une seule créature. Il y en avait 6. Il s'agissait de grands êtres humanoïdes à la peau blanche, mais tout de même sombre. Ils étaient tous chauves, incroyablement maigres, au point qu'ils paraissaient totalement dépourvus de muscles. Leurs bras, leurs doigts ainsi que leurs jambes étaient anormalement allongés. Oh oui, ils étaient difformes. Maria était en panique. L'un des monstres, probablement celui qui l'avait traînée là, commença à s'approcher d'elle en grognant. Ses sons étaient très étranges. C'était comme s'il essayait d'articuler quelque chose, mais visiblement, il n'avait jamais appris à parler. Entendre ces sons gutturaux glaça le sang de la jeune femme. Sans réfléchir, elle se retourna et prit ses jambes à son cou. Jamais elle n'avait couru aussi vite. Cependant, cela ne sembla pas suffire. Les créatures poussèrent de nouveaux hurlements et le bruit de leurs pas purent se faire entendre dans son dos. Elle n'eut aucun mal à comprendre qu'ils étaient plus rapides qu'elle. Son cœur battait aussi fort que ses pieds frappaient le sol. Elle était totalement incapable de réfléchir. Une seule chose occupait ses pensées: survivre. L'un des monstres commençait à la rattraper. Ce dernier tenta d'attraper sa jambe, mais il ne parvint pas à la saisir. Il ne fit que l'effleurer. En revanche, cela suffit à la faire tomber. Pour la deuxième fois, Maria heurta ainsi violemment le sol, avant de rouler sur quelques mètres. Un peu sonnée, elle releva la tête et constata que les abominations avaient ralenti. Après tout, elle ne courait plus. Il leur était donc inutile de continuer de courir. Maria détourna le regard, songeant à reprendre sa course, et c'est alors qu'elle aperçut qu'elle était tombée non loin d'une souche au cœur de laquelle était plantée une hache. Son instinct de survie prit alors le dessus. En une fraction de seconde, elle se releva, puis se jeta sur l'outil. Ce dernier était bien enfoncé dans le bois, mais dans la panique, la domestique la secoua de toutes ses forces. Plus les monstres avançaient, plus sa peur augmentait, et à force de hochements et d'acharnements, l'arme finit par se dégager. À cet instant, l'un des monstres se rua sur elle. Poussant un hurlement de désespoir, elle leva sa hache au-dessus de la tête avant de l'abattre sur la créature. Le fer fendit son crâne dans un bruit sourd, éclaboussant la jeune femme d'un sang noirci, puis il tomba à genoux. Le corps parcourut de spasmes. D'un geste sec, elle fit glisser le tranchant au travers de la blessure et enfin, le monstre s'écroula, tapissant le sol d'une mare rouge sombre. Les autres, voyant la scène, parurent alors hésiter. Maria avait le souffle court. Elle se redressa face aux créatures, le visage, les bras et les vêtements couverts d'un mélange de sang et de terre, la hache à la main. Elle était galvanisée par son acte, prise d'une montée d'adrénaline lui ayant fait oublier toute peur. L'air apeuré des créatures la confortant dans son élan de courage. Elles échangèrent un regard, puis elles s'avancèrent. Visiblement, elles semblaient penser que l'union allait faire la force. L'assurance de Maria commença légèrement à s'effriter. Mais elle avait toujours son arme.
Bien sûr, elle avait agi sans réfléchir, uniquement guidée par sa volonté de vivre, mais le petit instant d'hésitation des aberrations lui avait permis de reprendre ses esprits, et dès à présent, elle avait bien moins peur. Cependant, elle avait bien conscience qu'il était inutile de fuir. La hache qu'elle avait trouvée lui avait apporté la meilleure des armes, la détermination. Les créatures se jetèrent dans sa direction, et d'un geste rapide, elle abattit l'outil face à elle, plantant son tranchant dans la poitrine de l'une d'elles, qui poussa un hurlement de douleur résonnant dans toute la forêt. Une autre tenta d'attraper la jeune femme, mais celle-ci se cacha derrière sa victime et la poussa en direction de son assaillant d'un coup de pied, retirant la hache par la même occasion. Leurs corps se heurtèrent, et le premier, agonisant, plaqua son compagnon au sol. Maria donna un nouveau coup au-dessus de sa tête, perpendiculaire à elle, et trancha ainsi la moitié du visage d'une autre qui s'effondra, lui aussi désormais à l'agonie. Elle se plaça à côté de lui, leva son arme vers le ciel, puis, tel un bourreau l'aurait fait, elle l'abattit sur la nuque de la créature aux abois. Une autre tenta de se jeter sur elle, mais pour contrer cela, la domestique frappa en relevant l'outil du sol vers la cime des arbres, tranchant l'un de ses bras, puis elle continua son mouvement afin de l'abattre en pleine clavicule du dernier monstre encore debout. Elle put alors entendre un gémissement sur sa gauche. Il s'agissait de celui qui s'était retrouvé plaqué à terre. Il était encore en vie, mais il ne parvenait pas à se dégager. Maria s'approcha alors de lui, et, sous son regard rempli de terreur, elle l'acheva. Elle avait à nouveau le souffle court. Son cœur battait la chamade. Elle venait d'éliminer les 6 monstres qui l'avaient enlevée, et pouvait donc prendre un instant de repos. Enfin, ce fut ce qu'elle crut, car dans son dos, elle put entendre l'un d'eux se relever avant de prendre la fuite. Il s'agissait de celui auquel elle avait coupé le bras gauche. En le voyant fuir, elle songea à le suivre. Après tout, ces horreurs devaient avoir un repère, et il fallait bien découvrir ce qui était arrivé à son frère ainsi qu'au reste des habitants de Cunning. Elle lui emboîta le pas, mais la créature était rapide malgré sa blessure. Très vite, elle le perdit de vue. Cela dit, ce n'était pas grave. La créature avait un bras en moins et perdait beaucoup de sang. Elle put donc le suivre à la trace, jusqu'à arriver à un lac qu'elle balaya du regard. C'est là qu'elle aperçut le corps de Hans, près de la berge. Elle se rua alors sur lui, mais le pauvre homme était couvert de lacérations. Vous vous doutez bien qu'il n'était plus en vie. Elle fouilla alors ses poches, à la recherche de la moindre chose utile, mais tout ce qu'elle trouva fut une boîte d'allumettes. Elle la prit, puis se munit d'une branche qu'elle trouva à proximité, et y enroula des morceaux de vêtements du pauvre cocher autour de son extrémité afin d'en faire une torche. Elle voulut l'embraser, mais un bruit sur sa droite attira son attention. Un monstre squelettique sortit des fourrés avant de marcher le long de la berge dans sa direction. Ce qui frappa Maria fut que cette fois-ci, il semblait que ce soit une femelle, affichant une poitrine légèrement plus développée que ceux qu'elle avait combattus plus tôt, ainsi que des traits plus féminins. Difficile de croire qu'une horreur pareille pouvait avoir l'air d'une femme, et pourtant, malgré les ravages que l'on pouvait constater sur son visage, il s'en dégageait tout de même une certaine féminité. À sa gauche, un autre s'approcha également, celui-ci sortant des eaux du lac. La main de Maria se resserra sur le manche de sa hache, mais elle ne se montra pas hostile. Elle préféra garder son calme. La femelle continua de s'approcher, l'air curieuse. Son compère s'approchait également,
mais ils n'étaient pas à la même distance. La jeune femme patienta un instant, sans bouger le moindre muscle. Puis, une fois la créature suffisamment proche, elle porta un coup rapide en plein dans sa gorge. Elle retira rapidement la hache et fit face à l'autre, mais ce dernier, horrifié, se tourna afin de prendre la fuite. Dans la panique, il glissa sur les galets et tomba lourdement au sol. Maria en profita alors et abattit le fer de sa hache entre ses omoplates. Le monstre poussa un hurlement d'agonie qui ne dura pas. Pour elle, une chose était sûre. Elle devait frapper avant qu'il ne la frappe. En retirant son arme du dos de la créature, elle put entendre une voix gutturale s'élever devant elle. Pourquoi ? Elle releva rapidement les yeux, prête à se battre, mais ce qui se dressait face à elle lui donna encore plus de frissons. Cette fois-ci, c'était une créature encore plus malaisante que les autres. Elle était plus grande et plus maigre que ses congénères. Son corps était parcouru par endroits de longs poils épais, semblables à des épines. Et il avait l'air plus vieux aussi. Ses doigts étaient terminés par de longs ongles que l'on aurait pu confondre avec des griffes. Notre cher domestique n'en croyait pas à ses yeux, ni ses oreilles d'ailleurs. Le monstre lui avait parlé. Elle fit un pas en arrière, mal à l'aise face à une telle vision d'horreur. « Pourquoi ?» répéta-t-il. « Pourquoi les tuer ?» Quelque peu perturbée, Maria répondit qu'ils avaient attaqué en premier, tué son cocher et qu'elle cherchait son frère ainsi que les autres habitants. Morts, tous, ils nous ont tous abandonnés ici, espérant nous noyer, nous les victimes de la malédiction. Je les ai recueillis, adoptés, les orphelins de Koenig. Eh oui, ces monstres n'étaient autres que des nourrissons victimes d'une malédiction planant sur le village, les condamnant à devenir ces monstres, abandonnés dans le lac par leurs parents, avant d'être recueillis par celui-ci, le plus vieux d'entre eux. C'est ce qu'il expliqua à la jeune femme. Il expliqua également que ses parents ne l'avaient pas abandonné. Ils avaient tenté de le cacher, mais quand il fut découvert, ses parents furent noyés pendant que lui fut jeté dans les eaux du lac, les villageois étant convaincus qu'il ne pourrait pas nager. Mais il avait survécu, et dès lors il avait sauvé de la noyade tous les nourrissons qui le suivirent. Il les avait élevés, et ainsi ils purent tous prendre leur revanche. Ils étaient une famille. Les habitants qu'elle cherchait furent tous dévorés par l'un d'eux, que même lui qualifiait de monstre. Il l'appelait la bête. Maria crut défaillir. Son frère avait été dévoré. Elle ne le reverrait jamais, pas même son corps. Elle hurla que lui était innocent, mais l'orphelin se contenta de répondre que lui aussi aurait un jour abandonné un enfant dans le lac. Elle céda à sa colère et se rua sur lui en hurlant de frustration, ce qui parut déstabiliser la créature, qui ne sut comment réagir. La jeune femme put alors en profiter et porta un violent coup de hache en plein dans l'un de ses genoux, la faisant ainsi choir dans un hurlement inhumain. L'orphelin voulut la balayer d'un geste de main, mais celle-ci appuya sur le fer de l'arme, créant ainsi un éclair de douleur qui traversa tout son corps. Elle retira alors l'outil des os et des tendons et la porta violemment en direction de son visage, qui, lors du choc, s'immobilisa sur le coup.
le fer enfoncé en plein dans le visage entre les yeux. Elle l'avait tué. Elle retira alors l'arme du crâne et il s'effondra de tout son long sur les galets tandis que son sang se mêlait à l'eau du lac. Maria recula alors, puis elle prit un moment pour s'asseoir et enfin pleurer. Mais ce ne fut que de courte durée. Un hurlement plus terrifiant que tous les autres retentit. Notre jeune domestique récupéra la torche et s'empressa de l'allumer. Par moments, les nuages masquaient la lune, ainsi que la visibilité qu'elle offrait. Par conséquent, elle avait besoin d'une source de lumière sûre. Elle repensa aux paroles de l'orphelin. Il avait mentionné l'un d'eux comme étant un monstre, une bête, celui qui s'était nourri des habitants. La lune se dégagea alors de son voile de nuages, et donc elle put le voir, à une dizaine de mètres d'elle. Elle comprit immédiatement pourquoi il avait été qualifié ainsi. Il était encore plus grand que celui qu'elle venait d'abattre. Son corps et ses membres étaient encore plus allongés, si bien qu'il pouvait se déplacer sur ses 4 membres, à la manière d'un gorille, lui donnant un air plus bestial que tous les autres. Elle ignorait comment l'un d'eux avait pu évoluer d'une telle manière, mais à cet instant, c'était le cadet de ses soucis. L'abomination s'approchait d'elle, et cette fois-ci, elle ne se voyait pas la combattre. Elle se détourna alors et prit la fuite dans la forêt. La bête se lança à ses trousses, mais avec un tel gabarit, il eut du mal à passer entre les arbres. Par conséquent, Maria put conserver une certaine avance, mais rien n'était encore gagné. Elle courut au travers de la forêt, aussi vite qu'elle le pouvait, et très vite, elle se retrouva dans le village. Elle était à bout de souffle. Un point de côté lui déchirait le flanc, si bien qu'elle dut s'arrêter et entrer dans l'un des bâtiments. Elle s'effondra dans le couloir, abattue par la fatigue et la douleur. Elle put entendre que le monstre avait lui aussi réussi à rejoindre le village. Difficilement, elle se releva et commença à fouiller la maison à la recherche de la moindre chose utile. Cependant, la lumière de sa torche avait attiré l'attention de la bête. Elle put le voir l'observer à travers l'une des fenêtres, et soudain, il passa l'un de ses bras au travers. Maria parvint à s'esquiver et pénétra donc dans la cuisine. Son regard balaya rapidement la pièce. Il lui fallait une solution en urgence, et c'est là que sur la table, elle vit une bouteille d'absinthe. Elle s'en empara, et à cet instant, le monstre éventra le bâtiment en sortant son bras. Notre jeune domestique quitta alors la cuisine, se retrouvant dans le salon, dont le plafond avait été arraché, face à la bête. Puis elle jeta la bouteille en plein sur sa tête, qui éclata au choc, répandant ainsi son contenu à sa surface. Puis, sûre d'elle, elle jeta la torche au même endroit. Le crâne du monstre prit alors feu, et ce dernier se redressa brutalement, hurlant de douleur. Il tourna sur lui-même, essayant de porter vainement ses mains à sa tête, mais avec les flammes il ne put la toucher, et tout à coup, il trébucha sur l'une des charrettes et s'effondra sur une maison, s'empalant ainsi sur l'une des poutres porteuses. Il poussa un ultime râle d'agonie, tandis que le ciel commençait à s'apprêter des premières couleurs de l'aube. À bout de force, Maria retourna vers la cuisine afin de se désaltérer. Elle mourait de soif. Elle prit un moment pour se calmer et se reposer, puis elle retourna à la calèche. Sans surprise, les chevaux n'étaient plus. Visiblement, ils avaient été dévorés sur place. Elle s'engagea alors sur la route tortueuse, seule, la hache à la main. Ainsi se déroula l'histoire des orphelins de Koenig. Alors, j'espère que... Ah,
Qu'est-il advenu de Maria? Oh, vous voulez savoir comment elle put vivre à Péray une telle nuit? Si elle en a fait des cauchemars? Ah, pour l'heure, je me contenterai de vous dire qu'elle fut retrouvée quelques heures plus tard. Une femme couverte de sang des pieds à la tête, tenant une hache au bord d'une route, ce n'était pas commun. La police l'écouta attentivement. Bien sûr, dans un premier temps, elle ne fut pas crue. Mais lorsqu'ils se rendirent à Koenig, l'évidence s'imposa à eux. Ils la laissèrent donc partir. Elle n'eut qu'une demande, conserver la hache. Au vu des horreurs qu'elle avait eu à affronter et l'assurance dont elle faisait preuve, ce fut accepté. Elle retourna donc à sa vie de domestique, mais elle était changée. Elle avait bien plus confiance en elle, se défendait mieux. On pouvait dire qu'elle ne se laissait plus du tout marcher sur les pieds. La police étouffa l'affaire et prétendit auprès des employeurs de Maria que Hans avait été tué par une bande de brigands qui s'était attaquée au village de Koenig, tandis que leur employé avait pu s'en échapper de justesse avant d'être retrouvé sur la route. Ils ne cherchèrent jamais à en savoir plus. Maria reprit donc ce rôle, et ce qu'elle vécut par la suite, c'est une autre histoire. J'espère que celle-ci vous aura déjà plu. Finalement, elle était bien différente des autres. Je ne vous cacherai pas que c'est une histoire que j'apprécie tout particulièrement, et je suis ravi d'avoir pu vous la conter. En ce qui concerne la prochaine, vous verrez que votre propre famille peut devenir votre fossoyeur. Ah, à bientôt, voyageurs. Revenez vite, car l'épouvantail aura toujours une histoire pour vous.